Alors voilà, bonjour tout le monde. Je vais vous parler du conflit, mais pour commencer, puisque il fait beau et que vous avez fait peut-être une route assez longue, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. J'ai fait il y a quelques années une conférence de ce genre, plus courte, plus simple, dans une institution, dans un home de personnes âgées. C'était un mercredi après-midi. Et au terme de cette petite conférence, une dame fort âgée vient me voir et elle me dit qu'elle a beaucoup apprécié ce que j'avais raconté. J'étais très heureux. Et elle me dit, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue dans ma jeunesse. Donc dans sa jeunesse, c'était au milieu du siècle dernier. Et dit dans un petit village du Namurois où je vivais. Et nous avions, tout le monde se connaissait, il y avait dans le village un couple qui était connu pour se disputer tout le temps. Enfin, ils se disputaient, on l'entendait parfois quand on passait dans la rue, etc. Et notre curé de village, qui était à l'époque un peu chargé de maintenir la bonne entente dans ses ouailles, est allé les voir, ce couple, et leur a dit, voilà, c'est une autorité publique, vous vous disputez tout le temps, ça démarre tout le temps, vous criez, etc. Je suis allé à Lourdes et je vous ai rapporté une petite bouteille d'eau bénite et vous allez prendre une cuillerée d'eau bénite chaque fois que vous sentez que vous avez envie, que vous sentez que la colère monte, que vous avez envie de vous disputer et vous allez avaler une cuillerée d'eau bénite chacun. Attention. Mais attention, règle supplémentaire, vous ne devrez pas avaler tout de suite cette gorgée d'eau bénite, vous devrez attendre 5 minutes pour que ça fasse de l'effet. Voilà, je pense que ce curé de village avait compris pas mal de choses, et notamment le fait que dans les conflits, il y a toute cette partie dans laquelle on est amené dans nos émotions à s'exciter, monter, etc. Et qu'il faut bien souvent, et ce serait une partie de ce que j'aurais à vous expliquer, prendre du recul, pouvoir donc faire un stop et dire qu'est-ce qui se passe ici. La plupart du temps, les conflits, nous sommes pris dedans, on s'emballe, même si ce ne sont pas des conflits de couple. Ça peut être certainement, puisque c'est l'objet de vos discussions d'aujourd'hui, des conflits d'ordre professionnel, etc. Donc, allons-y. Et j'avais envie de vous poser, après cette petite histoire, une petite question. Oui, le menu. Je ne sais pas si vous avez reçu les copies de ce PowerPoint, mais vous suivrez. Donc, le menu, je ne vais pas le passer au détail, mais je vais d'abord commencer par parler des racines du conflit, d'où ça vient, quels sont les grands types de conflits. Je vais être assez rapide. Je m'arrêterai un instant sur la prévention du conflit avant de passer sur un morceau plus peut-être concret sur c'est quoi gérer des conflits, c'est quoi essayer de résoudre des conflits et quels sont les principaux ingrédients qui vont intervenir dans le processus. Mais donc, voilà ma question. Est-ce que pour vous, le conflit est vécu comme un problème, quelque chose de terrible qui vous tombe dessus, un problème à affronter, ou peut-être comme une opportunité, c'est-à-dire une possibilité, le micro. Voilà, je ne dois pas trop bouger. Est-ce que c'est vécu comme une opportunité, c'est-à-dire comme quelque chose avec lequel qu'on peut utiliser pour avancer? Je vais vous donner tout de suite ma réponse. Le conflit est un problème réellement parce qu'il prend de l'énergie. Il prend de l'énergie, il mobilise nos énergies, il peut nous fatiguer et il crée souvent ce qu'on pourrait appeler des sentiments négatifs, des impressions négatives. C'est pas très gai le conflit. Mais il est, et c'est le regard que je vous invite à poser ce matin, il est aussi une opportunité dans le sens qu'il nous appelle, il nous dit qu'il faut changer quelque chose, qu'il y a dans la situation, dans la relation, quelque chose qui doit évoluer. Et il va donc aussi demander de l'énergie, mais une énergie différente, pas une énergie qu'on subit, si vous voulez, comme quelque chose de pesant, mais une énergie dynamique, une énergie qui va aller vers le changement. Donc voilà un peu le premier pas à faire. Et donc, quand j'évoquais un autre regard sur le conflit, une série d'items. Le premier, c'est de considérer que quoi qu'on fasse, le conflit est inévitable. Il y en a partout, il y en aura toujours, ça fait partie de l'évolution des choses, de l'espèce, de la nature, etc. Il est même la base de l'évolution. Donc le conflit est là, ne rêvons pas d'un monde sans conflit. Enfin, on peut en rêver, mais c'est de l'utopie. Deuxième item, le conflit est, on vient de l'évoquer, est facteur de changement. Il
donne la possibilité de changer, il est en appel à un nouvel équilibre. On pourrait évoquer le conflit comme un déséquilibre momentané, qui peut durer parfois des années, qui peut être très court, mais qui peut durer longtemps. Mais donc, c'est en tout cas un appel à ce qu'un équilibre se rétablisse, donc un dépassement d'une situation. Troisième item, et c'est à retenir notamment dans les relations quotidiennes, le conflit est une manière d'être en relation. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous sommes en relation avec lui. C'est autre chose que de l'ignorer, de lui tourner le dos. Nous le rencontrons mal, nous le mettons en distance, nous avons envie de réduire cette distance, mais nous sommes en relation. Quatrième item, le conflit, ça c'est relativement facile à comprendre, il se nourrit de la compétition. C'est donc dans cet esprit de compétition, sur le socle de cette compétition, que le conflit va pouvoir grandir. Et enfin, et ce sera une partie de la clé qui nous permettra d'avancer dans la résolution des conflits, le conflit vient de besoins non satisfaits. Cette notion de besoin est essentielle, et donc des besoins qui ne sont pas satisfaits vont vous mettre en mouvement pour essayer de les satisfaire tant bien que mal. Parfois, souvent, contre l'autre. Alors, pour continuer à avancer dans la compréhension théorique du conflit, quelques racines du conflit, ce qu'on pourrait appeler des niveaux de compréhension, mais aussi des niveaux d'action. Donc, au fond, ces conflits, que sont-ils ? Alors, le premier niveau, simple à comprendre, la racine du conflit, elle peut être d'ordre personnel, elle peut être en nous. Lorsque vous êtes en mauvaise forme, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes stressé, il est fort probable que vous serez plus prêt à être pas d'accord, à entrer dans le conflit. Donc ça va dépendre, certains conflits vont dépendre essentiellement de mon état. On pourra même d'ailleurs avoir aussi des conflits intrapersonnels lorsque vous êtes en conflit en vous-même entre deux parties de vous. Une partie qui veut ceci, une partie qui veut. Donc racine du conflit, chez moi, chez ma personne. Un peu plus loin, le conflit peut être aussi facilement d'ordre relationnel. C'est lorsque des personnes ne s'entendent pas. Le couple que j'évoquais en introduction, il est là-dedans, il est dans le relationnel. C'est moi et l'autre, le comportement de l'autre m'agace, sa personnalité, je ne la supporte pas, etc. C'est du relationnel et ça peut être assez vif. Troisième niveau, des conflits vont pouvoir se développer, notamment dans des organisations, des institutions, des écoles, au niveau du groupe lui-même. Et là, nous sommes dans des questions de pouvoir, des jeux de pouvoir, le partage des influences, nous sommes dans des relations de coopération, de compétition, et des conflits vont se polariser parfois en sous-groupes, concurrents, etc. Ça devient, vous avez compris, un peu plus compliqué. Donc, je vais avancer dans la complexité des racines. Quatrième niveau, là on est dans l'organisation de l'institution, de l'école, de l'entreprise. C'est le fonctionnement global, c'est comment ça tourne ou que ça ne tourne pas, les changements qui devraient se faire, qui ne se font pas ou qui se font mal. C'est la manière dont on est organisé. Ça peut être tout simplement parfois des dispositions spatiales, des manques matériels, etc. C'est tout ce qui concerne l'organisation, on va dire, avec des guillemets, matériel d'une institution, d'un groupe large. Nous sommes donc à un niveau encore un peu plus global. Et enfin, le dernier niveau, le plus large, c'est le niveau structurel. C'est lorsque le conflit va s'inscrire dans des crises plus importantes, des crises de valeurs, des crises de société parfois, lorsque les objectifs globaux ne sont plus partagés, lorsque les normes, les règles qu'on a créées ne fonctionnent plus ou ne sont imposées au-delà. Ce niveau de conflit est certainement le plus compliqué en matière d'intervention, puisque nous avons de moins en moins de prises, vous l'avez vu, si on avance dans ces différents niveaux, plus nous sommes vers le cinquième niveau, plus les capacités personnelles que nous avons d'intervenir vont être difficiles. Il est plus facile d'agir sur moi que de vouloir changer l'entièreté de la société, par exemple. Voilà, donc ne nous trompons pas, sachant encore que certains conflits, beaucoup de conflits, ont des racines multiples. Alors, par quoi va-t-on commencer ? C'est bien ça la question. Si je suis dans une institution
qui change, mais où ça ne va pas trop bien, etc. On est dans l'organisationnel, mais qu'en même temps, je suis moi-même aux prises avec des problèmes très personnels, des difficultés familiales. Par quoi vais-je commencer? C'est la question. Voilà. Retenons simplement que plus nous sommes vers le personnel, plus nous avons de prise, de capacité d'avoir prise sur le conflit. Alors, pour continuer encore un peu dans la découverte de ce type de conflit, je vais vous en citer quelques-uns qu'on va rencontrer dans l'entreprise. Le premier, le plus classique, c'est le conflit d'intérêt, le conflit de besoin. Il y a un poste qui s'est ouvert, nous sommes en deux en concurrence, je suis en concurrence et donc peut-être en conflit avec mon collègue pour ce poste. Voilà, nous avons tous les deux un intérêt ou un besoin d'avoir ce poste. C'est fréquent, c'est facile à comprendre. Et je mets un petit point d'exclamation à côté du besoin, j'en ai parlé tout à l'heure. Retenons bien cette notion, je la développerai parce que ça va être une des clés pour avancer. Deuxième type de conflit qu'on connaît dans l'entreprise, c'est le conflit de valeurs. C'est lorsque nos convictions, nos croyances, nos manières de voir les choses, ce que nous croyons entrent en conflit, en opposition avec quelqu'un d'autre. Ce sont des conflits relativement difficiles parce que ça touche à notre identité souvent, à ce que nous sommes. Donc c'est des conflits où il va falloir essayer de faire la part des choses et il est parfois très difficile de négocier, voire impossible, sur les valeurs qui sont entières. On y reviendra. Conflit sur les finalités, ou sur les objectifs, qui est assez simple à comprendre. Nous sommes par exemple bien d'accord d'investir sur, par exemple, du nouveau matériel. Simplement, il y en a qui disent que ce serait bien d'acheter de nouveaux ordinateurs et d'autres qui disent que ce serait bien d'avoir de nouvelles photocopieuses plus performantes. On peut être là-dessus sur des finalités qui divergent. Pas trop compliqué, mais voilà, mais ça peut prendre de toute façon de l'énergie. Conflit sur les moyens et les méthodes. On est bien d'accord qu'il faut acquérir une nouvelle photocopieuse performante, simplement, où on n'est pas d'accord si on doit le mettre au premier étage ou au rez-de-chaussée. C'est aussi relativement facile à négocier, je répète, même si ça prend de l'énergie. Conflit de personnes, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement essentiellement des conflits de type relationnel, lorsque les comportements, les apparences, les manières d'être des parties sont... voilà, on ne s'entend pas, le terme le dit bien. Alors, trois types de conflits un peu plus spécifiques. Le conflit pour tester, eh bien, ça se produit souvent lorsqu'un nouveau responsable arrive ou un nouveau collègue. On va lui mettre, presque inconsciemment, en conflit dans les pattes pour savoir comment il réagit. Alors, une fois que l'examen de passage et l'examen d'entrée est réussi, ben voilà, ça va. Donc, ce sont des conflits qu'il ne faut pas grossir outrancièrement. C'est un conflit où on attend la réaction de l'autre. Alors tant mieux s'il passe l'examen avec brio, tant pis s'il ne comprend pas trop dans quoi il est. Mais ça existe. Le conflit pour tester. Le conflit symptôme, alors là c'est un conflit qui va émerger parce qu'il y a un dysfonctionnement énorme dans la structure, dans l'organisme, dans l'entreprise, mais on ne peut pas y toucher. On est plus dans les racines, on ne sait pas y toucher, on n'a pas les moyens. Donc on va avoir un conflit entre nous, mais qui tient simplement parce que, par exemple, la définition de nos missions sont complètement évacuées, l'organisation est mauvaise, etc. Conflit symptôme d'un dysfonctionnement qu'il faut découvrir et sur lequel il faut agir, sinon on va continuer à se prendre la tête. Conflit difficile, parce que... Et alors, j'en citerai encore deux. Il y en a un qui n'est pas inscrit, mais il vous fera sourire. Le conflit détourné, c'est lorsque, c'est un peu du même ordre, c'est lorsque c'est une personne, le nouveau qui vient d'arriver avec de nouvelles méthodes, qui ne comprend rien, va porter ce conflit symptôme sur lui, si vous voulez. Ça va être détourné sur lui, parce que, voilà, il présente malheureusement toutes les caractéristiques du bouc émissaire. Et j'ajouterai un dernier conflit que j'ai vécu. Dans la présentation, on a évoqué que j'ai été responsable de ressources humaines. Je l'ai été dans l'administration wallonne. J'ai assuré des missions diverses. Et j'avais découvert un conflit tout à fait étonnant. J'appellerais ça le conflit pour ne pas s'ennuyer. Il y avait des poches dans l'administration où le travail était tellement routinier et peu consistant, on va dire ça comme ça, que les personnes se prenaient la tête. Et c'était vraiment, on est proche d'un conflit symptôme, mais c'était vraiment, on n'a rien à faire toute la journée et on se prend la tête. Je ne l'ai pas noté, c'est assez atypique, ça n'arrive sûrement pas chez vous. Alors, je fais un petit détour maintenant sur
ce qui peut ou non favoriser le conflit est l'environnement. Alors, première chose assez simple, la qualité de l'institution, de l'organisation. Est-ce qu'on est dans un environnement stable? Est-ce qu'il y a des incertitudes? Est-ce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va? Voilà. Dans un environnement plus instable et plus incertain, les conflits ont plus de chances de naître. Est-ce qu'il règne entre nous, dans nos équipes, un climat de confiance ou de méfiance? Si on est dans la méfiance l'un avec l'autre, de nouveau, le conflit aura plus de chances d'émerger. Est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées, dans une culture de la compétition, chacun pour soi, que le meilleur gagne, ou de coopération d'équipe? De nouveau, dans la compétition, les conflits auront plus la volonté de germer. Alors, est-ce que la communication interne, donc la communication à l'intérieur de l'organisation, est-ce qu'elle est faible, réduite, bridée, fluide? Et quand on dit communication, ce n'est pas seulement mettre des petits mots aux valves ou envoyer des mails à tout le monde, c'est aussi ce qu'il y a derrière la communication. C'est une communication-relation, la qualité de cette communication. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est attentive? Alors, est-ce que dans notre organisation, nous avons une expérience du conflit? Parce qu'il y a peu de conflits, ou en tout cas on n'en parle pas. Est-ce que notre expérience du conflit, elle est rare, ou au contraire, elle est familière? Il y en a beaucoup, et parfois elle est familière, et on dépasse tout ça, et ça fait partie de la vie. Et qu'au contraire, si elle est rare, si un conflit surgit, ça peut être la fin du monde. Donc voilà, de nouveau, les conflits vont pouvoir se germer dans cet environnement-là. Et enfin, lorsque nous avons connu à tel ou tel moment un conflit, est-ce qu'on l'a vécu comme douloureux, difficile, de nouveau le problème du départ, comme un problème qui nous a pris de l'énergie, duquel on n'est pas sorti indemne, il y en a encore qui ont du ressentiment, ou bien est-ce qu'il a été intégré, évalué, est-ce qu'on en a discuté, est-ce que les plaies ont été nettoyées? Donc voilà, ça c'est l'environnement du conflit. Je vais glisser maintenant sur... Vous voyez que je vais relativement vite, on pourrait s'arrêter presque sur chaque dia et exploiter plus. Je vais glisser un peu sur ce qu'on pourrait appeler la prévention, parce que avant de parler de gestion du conflit, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et souvent, c'est une donnée qu'on néglige dans beaucoup d'institutions. On attend que ça aille très mal pour intervenir. Et donc, comment prévenir? De manière assez simple, si l'environnement est positif, l'environnement que je viens d'évoquer, si les lieux de travail sont confortables, si on a du temps pour parler, pour échanger, si on partage des valeurs, tout ça va, disons, diminuer l'intensité des conflits. Est-ce que, et là j'attire votre attention là-dessus parce que je l'ai vécu concrètement, est-ce que les responsables, particulièrement le top manager, la haute direction, est-ce qu'ils sont congruents? Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce que ce qu'ils disent, ils le font? Est-ce qu'ils prêchent par l'exemple? Est-ce qu'autrement dit, on a confiance en eux en disant oui? Et est-ce qu'ils font confiance aux autres? Je pense qu'il y a souvent un déficit d'une peur, une peur générale, un déficit de confiance vis-à-vis des autres. Donc cette attitude de congruence va être favorable à ce que les conflits puissent se résoudre bien. À l'inverse, si on est dans la méfiance, bonne chance. Et j'insiste sur ce rôle de la haute direction. Ce n'est pas du tout du travail en plus, c'est plutôt une cohérence, une congruence à avoir. Et enfin, la dernière manière de prévenir le conflit, je vais le détailler, c'est acquérir des compétences relationnelles, que chacune des personnes puisse être formée à certaines compétences que je vais vous présenter. Ces compétences relationnelles, il y en a beaucoup. La première, c'est construire l'estime de soi. Est-ce que nous avons tous, on a toute l'équipe qui travaille, toutes les personnes dans l'entreprise, quelle est la qualité de notre image de nous? Quelle image de soi est-ce que j'ai? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus, pour que chacun soit à l'aise avec ses valeurs, sa personnalité, ses compétences, ses capacités. Dans le même ordre d'idées, apprendre à s'affirmer positivement. Ce sont des compétences qu'on peut acquérir sans écraser l'autre, sans le démolir. Troisième compétence à acquérir, c'est la prise de conscience de ses perceptions. Je vais revenir sur tout ça dans la gestion.
Donc la prise de conscience de ces perceptions, est-ce que je suis capable de prendre du recul par rapport à ce que je vois, à ce que je constate? Est-ce que je peux faire zoom arrière en disant tiens, c'est peut-être ça que je vois, mais c'est peut-être pas ça. Compétence également essentielle, apprendre à identifier ses propres besoins. Souvent quand on demande aux personnes mais qu'est-ce que tu souhaites, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop ou qui disent mais je voudrais bien ne pas avoir ceci. Ben oui, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Et donc ce travail qui permet à chacun d'identifier, de savoir ce qu'il veut, c'est aussi des compétences qu'on peut acquérir. Bien sûr, classiquement, apprendre à communiquer. Communiquer, ça veut dire parler de soi, et écouter les autres, parler de soi, de ses besoins, de ses sentiments, écouter l'autre dans ce qu'il vit, etc. Et enfin, bien entendu, apprendre à travailler en équipe et à coopérer. C'est toute une série je répète, de compétences relationnelles qui peuvent être acquises à travers notamment des formations. Mais bien sûr, je vous dirais avant tout que nous sommes en la matière notre propre outil. C'est nous-mêmes qui agissons et c'est nous-mêmes qui avons des compétences naturelles qu'on peut éventuellement augmenter. Voilà. Alors, entrons maintenant dans la... Je regarde le timing. Entrons maintenant dans la partie gestion des conflits. Et le premier pas que je voudrais vous faire avec vous, c'est insister sur le fait qu'à travers le conflit, nous sommes en relation avec l'autre, je suis relié avec l'autre. Et quand je dis ça, je prends un peu l'exemple, vous avez déjà replié, oui certaines, je vois qu'il y a un public fort féminin, vous avez déjà replié des draps de lit avec un enfant? Ça vous arrive encore? Vous avez vu ça? On replie des draps de lit, hein, on tient le drap de lit, et puis on lui dit mais recule, tu ne vois pas que ça traîne par terre. Eh bien c'est exactement ça l'image de la relation du conflit. On attend de l'autre qu'il bouge, alors que parfois c'est plus simple de reculer un petit peu. Maintenant vous me direz si je suis contre le mur, ça devient plus difficile. Enfin la première chose, vous voyez que c'est difficile de replier des draps de lit, hein, il faut qu'il soit bien tendu au même moment, et donc on est avec ça. Hein, on est avec ça dans le conflit. On est en relation avec l'autre à travers cela. Donc premier pas, cette prise de conscience que je suis relié à l'autre et que pour le moment, le drap de lit qui nous réunit, il traîne par terre et il se salit. Et c'est ça le conflit. Deuxième item, se mobiliser, c'est-à-dire se mobiliser pour sortir, et ça va demander de l'énergie, cette fameuse énergie que j'évoquais dans la première dia, pour sortir de la logique binaire naturelle gagnant-perdant. Dans un conflit, forcément, il y en a un qui gagne et qui perd. Non. L'idée, c'est bien d'avancer dans une logique de moi avec l'autre, et ça peut se symboliser à travers ce petit schéma. Oui, il y a un petit défaut dans la dia, je suis désolé. Ça, c'est écrit transformer le face-à-face, vous l'avez sur les notes. Transformer le face-à-face dans une situation de conflit. Nous sommes symboliquement de part et d'autre dans l'espace d'une table, par exemple, et nous, comme avec le drap de lit, nous interpellons l'autre en disant « mais enfin, c'est ta faute, tu devrais quand même comprendre que… » Et l'autre, il fait pareil. Et donc, on est dans cette dimension de face-à-face qui peut nous enfermer dans un cadre, effectivement, figé. Et donc, transformer ce face-à-face en regard sur notre problème. Donc, le face-à-face, ce n'est plus moi et toi l'un contre l'autre, mais plutôt nous qui sommes en relation et qui avons un problème. Et donc, c'est bien passer tous les deux du même côté de la table pour regarder la table avec le problème qu'il y a dessus. Le problème qui nous rassemble. C'est quoi le problème qui nous rassemble? Donc, c'est une démarche mentale, parfois physique tout simplement, qui n'est pas simple. Nous verrons ça un peu plus loin. Et qui va demander donc d'activer les compétences que je viens d'évoquer précédemment et que je vais reprendre pour l'essentiel. La première chose, le socle, c'est la notion de perception. Alors, notre perception des choses, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, derrière cette stalle, ce que j'ai ici devant moi, c'est vraiment magnifique. Tout le bord, ils l'ont fait pour le conférencier, c'est plaqué or. C'est extraordinaire. Non, vous ne le voyez pas? Je vous le dis, hein. Non, c'est simplement pour expliquer que votre perception elle est limitée et vous ne voyez pas ce que je vois. Et je ne vois pas pour le moment ce qu'il y a là. Donc nous avons toujours une perception partielle et partiale, c'est le dernier terme, partisane des choses. Nous ne voyons pas tout, nous voyons
certaines choses parce que nous avons vécu des choses, parce que nous avons sélectionné des choses, parce que nous avons retenu que ceci est bien et cela n'est pas bien, que ceci vaut la peine, cela ne vaut pas la peine. Nous avons une identité qui fonde notre attitude dans le conflit. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Si je vous demande, je me souviens un jour, j'avais vu sur un chantier un vieux maçon qui demandait en manœuvre « Amène-moi une grande planche ». Et le gamin amène une planche d'1,50 m. Et le maçon l'engueule. « Mais enfin, j'ai dit une grande planche. » Voilà. C'est quoi une grande planche? C'est une grande planche pour mettre sur les... Peu importe. Donc on est dans cette logique-là. On a sa représentation des choses, ses croyances, et c'est avec ces croyances, cette perception qu'on entre en contact avec l'autre. J'insiste là-dessus parce que plus j'avance, je peux quand même dire que, vous l'avez dit d'entrée de jeu, que j'ai un intérêt pour le conflit depuis pas mal d'années, et plus j'avance et plus je pense que cette notion de perception des choses, cette capacité à décadrer, à aller ailleurs, à aller voir ce qu'on ne voit pas toujours, elle n'est pas simple. Je vais vous présenter un mot assez simple, justement, et simplement, qu'est-ce qui vous vient en esprit immédiatement? Alors, je ne vais pas vous demander, ça va nous prendre trop de temps, ça aurait pu être intéressant de savoir ce que chacun voit dans sa tête immédiatement. Alors, beaucoup vont dire, le fruit, hein, l'orange, tiens. Quelques-uns vont dire, oui, mais pourquoi vous avez écrit orange en fuchsia? D'autres vont dire, moi j'ai pensé directement à mon abonnement de GSM Orange. D'autres vont dire, oui, c'est ce matin, j'ai été arrêté au feu orange, vraiment il est resté trop longtemps, donc le feu de signalisation. D'autres vont encore dire, j'ai repeint ma cuisine, j'ai mis un mur en orange, et vraiment c'est ça qui m'est venu. Bon, etc., etc. On va me parler de l'équipe de football de Hollande, s'il y avait beaucoup d'amateurs de football ici, enfin plein de choses. Mais a priori, qu'est-ce qui vient? Alors, restons sur le fruit. Si je dis, le fruit, et il est comment le fruit? Certains vont dire, il est là, il est dans l'espace. D'autres vont dire, il est dans ma cuisine, il est prêt à être coupé. Et d'autres vont dire, mais moi, c'est le jus que je fais. Donc, oui. D'autres vont dire, c'est l'orange dans la corbeille, avec d'autres fruits. Quel fruit? Moi, c'est des bananes. Moi, c'est que des oranges, etc., etc. D'autres vont encore ajouter le fait, je pense à l'orange, mais surtout à l'odeur de l'orange qui me vient. D'autres vont encore dire, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est quand je pèle l'orange pour la manger, les quartiers, cette sensation un peu de jus collant qui n'est pas vraiment agréable. Vous voyez, le mot orange, il n'est pas neutre. Il est assorti de tas d'images, de sensations, même d'odeurs, etc., etc. C'est ça qui vient directement. Alors vous comprenez que si j'avais écrit démocratie ou projet d'école à la place, ça devient un peu plus compliqué, hein. On a quand même intérêt à préciser ce qui paraît évident, parce que c'est tellement évident que c'est le fruit. Mais non. Allons un peu plus loin. Donc creusons cette perception. Si je vous dis, je vais vous montrer une représentation d'une maison, d'une petite maison. Voilà. Est-ce que c'est ça que vous avez pensé en dessin de maison? Ça, c'est un dessin de livre à colorier d'enfants. Mais ça aurait pu être ceci, hein. Ça, c'est une maison dessinée par Cézanne. Ça n'est pas la même chose, ça n'a pas la même valeur, etc., etc. Mais c'est chaque fois une maison, une représentation. On pourra augmenter les représentations de maisons. Voilà, à quoi est-ce qu'on pense quand on dit une maison? Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une phrase que le conférencier a préparée pour vous faire réfléchir, hein, d'accord? Qu'il a mis en cadré, hein, ça va? Sur le mur. Vous sélectionnez, parce que c'est votre représentation. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une erreur dans la... Peut-être pas, c'est qu'il y a une erreur dans la dia. Maintenant que je le dis, vous recherchez. Il y a 2 fois le mot « que ». Voyez-vous ce que vous voulez voir? Voilà. 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 Voyez-vous ce que vous voyez ou voyez-vous ce que vous voulez voir? Si je vous avais dit d'entrée de jeu, je fais des dias mal foutus, vous auriez recherché l'erreur. Si vous dites, voilà, vous fait réfléchir. Donc nous sommes cadrés dans nos perceptions. Nous sommes cadrés par la mise en situation, mais nous sommes cadrés aussi par ce que nous voulons voir, ce que nous voulons bien voir, ce que nous voulons bien voir du conflit.
qu'évidemment j'ai raison et que l'autre a tort, hein, ça c'est plus simple. Voilà, donc cette notion de perception, elle est importante. Elle est importante parce qu'en plus, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter, de connoter, de juger. De connoter, ça veut dire de mettre des gommettes positives et négatives à tout ce qui se passe, et surtout aux autres. Donc, je vois l'autre, je vois le collègue, je vois l'élève, je vois l'ami de la famille, etc., comme j'ai envie de le voir. Si j'ai envie de le voir comme quelqu'un d'intelligent et de très gentil, je le verrai comme ça. Si au contraire, je considère qu'il est plutôt idiot, je le verrai comme ça. Donc ce que je crois de l'autre, c'est ce que je suppose de lui. Donc je crois ce que je suppose, et notamment de ses intentions. Donc on va prêter à l'autre des intentions qui sont peut-être vraies, peut-être pas. Hein. Le problème, celui-là, c'est celui du jugement. Donc attention, nous ne pouvons pas nous empêcher de juger. Je vais vous donner un exemple simple. Quand j'ai pris la parole ici, madame m'a présenté, je suis arrivé devant vous, je ne connais personne, vous avez dit c'est qui ce type? Alors j'ai été connoté directement, je vous le dis, d'une connotation soit positive, soit négative, à la première seconde. Oh, il a l'air sympa, hein, on va passer un bon moment, ou il ressemble à mon oncle machin, hop, gommette positive. Par l'inverse, ouh là là, j'aime pas un type avec une moustache, puis il a l'air déjà vieux, qu'est-ce que c'est ce truc? Hop, gommette négative. OK? Et ça, c'est le point de départ avec les personnes qu'on ne connaît pas. Évidemment, si on se connaît plus longtemps, la gommette, on en rajoute, etc., etc. Et c'est bien ça le problème. Donc, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner des appréciations, soit positives, soit négatives, à ce que nous ne connaissons pas. Les personnes, bien sûr, ou les situations. Et donc, ça, c'est notre socle de départ dans la relation. Mais, voilà, c'est impossible de ne pas connoter, simplement sachons-le. Sachons-le qu'on le fait naturellement. Donc je reviens sur la gestion positive des conflits. Je dis bien positive des conflits, parce qu'on peut gérer les conflits en achetant un revolver aussi. Hein. Donc la gestion positive des conflits, c'est vouloir maintenir la relation avec l'autre. Donc je veux, tu comptes pour moi dans la relation. Bien sûr, on est en conflit, mais je veux, ou je dois parce qu'on est collègues. Hein. Deuxième item, de mon point de vue, de ma manière de voir les choses, j'ai raison. Ben oui, j'ai bien raison d'avoir raison, mais je dois aussi considérer que l'autre, de son point de vue, a raison. Ça devient un peu plus compliqué. Troisième item, il est plus facile d'agir sur moi, sur l'autre. L'exemple du drap de lit, hein, c'est plus facile de reculer que de dire à l'autre recule et arrête de ceci. Plus facile d'agir, c'est plus près. Hein. Quatrième item, créditer l'autre d'une intention positive, c'est probablement la chose la plus difficile. L'autre, il est occupé à faire ceci, c'est pas pour me détruire nécessairement, mais il doit avoir derrière ça une intention positive à ses yeux. Et ça, c'est vraiment très très difficile. Hein. Quelqu'un avec lequel vous êtes en conflit ouvert, comment est-ce que je peux considérer qu'il a des intentions positives? On dit parfois qu'il fait quelque chose pour aller dans le sens de sa vie à lui. Hein. Il n'a rien trouvé d'autre. Mais voilà, il le fait. Et enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, transformer le conflit en problème à résoudre ensemble. Ça, c'est vraiment le fil conducteur pour la gestion positive des conflits. Et je vous ai dit tout à l'heure, on peut acquérir des comportements, mais que notre propre outil, c'est nous-mêmes. Et donc, de quoi dispose-t-on? Je vais revenir sur quelque chose d'assez élémentaire. Le potentiel humain. Le potentiel humain, il est fait de penser et d'agir. Penser, agir, voilà, c'est ce qu'on apprend généralement dans tous les apprentissages. À réfléchir pour bien faire ou à évaluer ce qu'on a fait, etc., etc. À penser avant de se lancer, etc. Penser et agir. Il y a une troisième dimension, et je répète, je simplifie ici, une troisième dimension intéressante qui est le ressentir ou le sentir. Les choses qu'on ressent, et qui est faite de deux grandes dimensions. La première, c'est celle des sensations, chaud, froid, fatigue, faim, etc., etc. Tout ce qui est de l'ordre du physique et qu'on ressent. On ne peut pas s'empêcher d'avoir chaud quand on a chaud, mais l'autre, il n'a peut-être pas chaud. Hein. On ne peut pas s'empêcher d'avoir faim. Voilà, ça vient, ça s'impose à nous, c'est comme ça. Les sensations sont, je viens de le dire, chaud, froid, faim, douleur, fatigue. Et puis à côté des sensations, il y a un autre ressenti plus subtil qui est de l'ordre, j'ai appelé ça les sentiments, et on pourrait dire les sentiments et les émotions, même si la distinction doit être faite, mais retenons sentiments et émotions, c'est tout notre affect.
Et ces sentiments vont jouer émotion, bien sûr, interviennent, vous le savez bien, dans les conflits. Hein, quand nous sommes en colère, nous sommes en colère. Hein, on peut avoir peur, etc. Elles sont des indicateurs de que quelque chose qui est en déséquilibre qui se fait, ou en équilibre qui se fait. Et d'ailleurs, en équilibre, lorsque nous ressentons une émotion de plaisir, c'est une émotion positive, c'est que tout va bien, on est content d'être ensemble, on a réussi quelque chose, tout se passe bien. Voilà, ça, c'est le signe qu'il n'y a pas trop de conflits. Hein. Par contre, les trois grands tiroirs, il y en a d'autres, hein, mais il y a 3 grands tiroirs de sentiments, appelons ça négatifs, ou en tout cas qui ne sont pas nécessairement agréables, la peur, la colère et la tristesse. La peur de ce qui va se passer, c'est un sentiment qui est orienté vers l'avenir, toujours. La peur, c'est là, à l'horizon, quelque chose qui pourra arriver, qui va arriver, etc. Et pour lequel on va mobiliser ces énergies, c'est un des sentiments les plus primitifs. Hein. La colère qui est généralement la vraie colère, quelque chose d'immédiat qui sort. Attention à la fausse colère, qui sont des colères de manipulation, de stratégie, mais la vraie colère, ça intervient, c'est brutal, c'est énorme, on peut passer à l'acte. Et ça dure une demi-heure, peut-être plus, mais jamais très longtemps. Hein, il y a ce côté immédiateté de la colère. Je suis fâché parce que voilà, je suis appelé chez mon directeur, j'ai peur de ce qui va se passer. Il m'annonce qu'on a modifié mon horaire de manière autoritaire. Je suis fâché. Et puis quand je redescends de chez lui, je suis triste parce que voilà, la tristesse c'est un peu une colère fanée, c'est quelque chose qui est passé, qu'on doit assimiler, etc. Ces 3 sentiments-là, qui se déclinent avec beaucoup d'autres nuances et des noms, vont intervenir pour nous dire qu'on est ou non dans des situations de conflit qui posent problème. Plaisir d'un côté, sentiment, problème de l'autre. Retenons ça, retenons le potentiel humain. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette notion de sentiment, d'émotion. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence beaucoup plus longue. Et je vais aborder ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant une des clés. La notion de besoin. Alors, nos besoins, c'est ce que nous ressentons à tout moment. Le besoin de manger, le besoin de relations agréables, le besoin de valorisation. Donc, nos besoins sont personnels. Il y a des gros mangeurs et des petits mangeurs. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'affection et d'autres pas. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup parler et d'autres pas, etc. Les besoins sont personnels et on n'a pas à dire à quelqu'un qu'il ne peut pas avoir tel type de besoin s'il les ressent. Voilà, je répète, gros mangeur, petit mangeur. Chacun agit dans la vie pour satisfaire ses besoins vitaux. Nos objectifs en permanence, c'est de satisfaire nos besoins, que ce soit des besoins physiques ou des besoins relationnels, ou des besoins psychologiques, etc. Et les conflits peuvent être définis comme des besoins qui sont inassouvis. Je suis dans un conflit lorsque j'ai quelque chose qui me manque et que j'essaye d'avoir. Je suis dans un positionnement de conflit. Et encore plus précisément, ils expriment, lorsque plusieurs personnes sont en conflit, des besoins contradictoires. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, il y a une place qui s'ouvre à la promotion, j'ai vraiment besoin de ce poste, ce serait pour moi une belle reconnaissance, en plus d'une valorisation salariale, mais l'autre, il a aussi ce besoin-là. Nos besoins sont contradictoires, on est dans l'affrontement. Et donc, on va devoir creuser ces besoins parce que ce n'est pas si simple. Je vous dis déjà, soignez vos besoins sont à vous, soignez-les, n'ayez pas peur, mais aussi écoutez les besoins de l'autre. L'autre peut avoir des besoins qui vous paraissent parfois étranges, ou en tout cas, ce n'est pas comme vous. La meilleure preuve, puisque je reviens sur les sensations de tout à l'heure, quelqu'un ici peut avoir chaud, alors qu'un autre peut avoir froid dans la même salle. C'est comme ça. Nos besoins sont personnels, comme nos sentiments sont personnels. Il faut simplement accepter que l'autre soit différent, mais en même temps dire « je soigne mes besoins et j'y tiens ». Je répète, j'insiste, nos besoins sont importants, nous avons tous des besoins et nos besoins sont différents. Par exemple, un besoin élémentaire, le besoin de sécurité que nous avons tous, le besoin d'être en sécurité, il varie selon les époques, les cultures. Nous n'avons pas les mêmes besoins ici de sécurité en Belgique que quelqu'un qui vit en Syrie pour le moment. Voilà, ça varie, mais également selon nos évolutions, ou selon la personne. Par exemple, moi je suis en sécurité, dira quelqu'un, lorsque j'ai au moins 20 000 euros sur mon compte en banque. Et un autre dira, moi avec 500 euros, je me sens en sécurité. Vous voyez ? Nos besoins sont différents. Je suis en sécurité lorsque j'ai signé mon contrat à durée indéterminée.
durée déterminée, ça m'insécurise. Mais une personne n'est pas l'autre. Il y a des personnes qui, au niveau boulot, sont indépendantes, d'autres qui sont fonctionnaires. Voilà. Besoin de sécurité. Comment est-ce qu'on le rencontre? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pour moi et pour l'autre. Autre besoin très important au niveau du monde du travail, le besoin d'être reconnu, la reconnaissance au travail. Et qui se décline de nombreuses manières. La reconnaissance au travail, pour l'un, ça pourrait être j'ai besoin de savoir ce qu'on veut de moi, de directives claires. En autre, j'ai besoin de savoir qui fait quoi à quel moment. En autre, on aura besoin de beaucoup de contacts et de diversité, de créativité. En autre, on aura besoin que les règles soient respectées. En autre, on aura besoin d'un environnement chaleureux, à l'ouïe, l'intimité, etc., une capacité de se retrouver seul, de défis, d'action. Ce besoin de reconnaissance au travail, il se décline de nombreuses manières. Tout le monde n'a pas le même. On est reconnu quand on a un salaire, oui, mais pour d'autres, on est reconnu quand on me remercie. Ou quand on dit ah, ce dossier-là ou ce job-là, tu l'as bien fait. D'autres diront ah, j'étais content de travailler avec toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de dire je suis content de travailler avec toi que de dire tu as bien réalisé cette tâche. Donc retenons que nos besoins de valorisation, nos besoins de reconnaissance, nos besoins de sécurité et nos autres besoins sont éminemment variables, personnels, mais importants. Alors, je dirais, faisons bon usage des besoins, apprenons dans les comportements à acquérir à exprimer un besoin par une demande. Trop souvent, par exemple, moi ici, j'aurais besoin d'enlever mon veston, mais je ne vais pas le dire parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou bien, mais j'attends peut-être que quelqu'un me le propose, ça serait tellement sympathique. Ou bien quelqu'un qui a chaud, qui dit j'ai besoin qu'on aère, mais je ne le demande pas. Combien de personnes ont des besoins et attendent qu'on vienne vers eux? J'ai besoin qu'on me dise merci pour ce travail que j'ai bien réalisé, personne ne me dit rien. On peut aussi solliciter, qu'est-ce que tu penses, une évaluation, etc. Donc apprenez à traduire vos besoins par une demande. On n'attend pas comme ça qu'on nous donne tout. Et c'est une démarche qui pour certains est très difficile, faire une vraie demande. Donc voilà ce que j'attends et qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est autre chose que de dire voilà ce que j'attends et si ça ne va pas, je m'en vais, je claque la porte, je démissionne. La demande, c'est une vraie demande en laissant liberté à l'autre de répondre, de réagir. Donc, exprimer des besoins par une demande. Deuxième item, et nous entrons là dans la thématique dans des ateliers que vous aurez tout à l'heure, négocier sur des besoins concrets. Ne négociez pas sur des valeurs, sur des appréciations, etc. Mais plus vous serez concret dans la définition d'un besoin, si je dis il fait chaud ici, ça va être beaucoup plus facile à comprendre si je dis peut-on ouvrir une fenêtre. Voilà, j'ai un besoin concret. Est-ce qu'ici il fait chaud? Est-ce que c'est enlever mon veston, ouvrir une fenêtre ou quoi? Ou baisser le chauffage? Donc plus vous allez être concret dans vos expressions de demande, de besoin, plus ce sera efficace. Enfin, sentiments et émotions, plaisir, peur, colère, tristesse, vont traduire des besoins satisfaits ou insatisfaits. Donc les sentiments plutôt négatifs vont dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi s'agit-il? Le sentiment de plaisir va dire je suis comblé, qu'est-ce que j'ai reçu? Ce sont des indicateurs à utiliser comme tels. Au niveau timing, vous me faites signe. 5 minutes, on va courir. Je passe là-dessus. L'outil principal, c'est la communication, avec une attention portée sur le fait que l'intention que nous avons correspond jamais tout à fait à l'effet chez l'autre. Bien communiquer, je peux avancer, c'est tout en programme, c'est écouter l'autre et affirmer mon point de vue. Rien de très sorcier à ça. Je viens sur la négociation, dont on vous parlerait tout à l'heure. La négociation, je reviens sur mon schéma tout à l'heure, c'est faire en sorte que les deux parties passent du même côté de la table pour examiner le problème. Négocier, retenons bien le terme, c'est faire du commerce. Négocier au sens étymologique. Mais c'est faire du commerce sans écraser l'autre, en affirmant mon point de vue, en précisant mes besoins et en essayant de développer la coopération plus la compétition. L'autre est un partenaire plus qu'un adversaire. Je vais vite là-dessus.
Et je repasse ici, puisque vous aurez aussi à parler de la médiation si j'ai bien lu cet après-midi. Le médiateur, c'est quelqu'un qui est là et qui va faciliter la négociation. Ce n'est rien d'autre que ça. La médiation, c'est une négociation assistée. Je ne m'étends pas là-dessus. Je voudrais alors, en guise de conclusion, reprendre des dimensions de nos attitudes dans le conflit. Il y a deux dimensions générales dans le conflit. D'une part, la dimension, on va dire, de l'objectif, du but, ce que je veux obtenir, ce que j'aimerais obtenir, et d'autre part, on l'a dit, la relation avec l'autre. Ça fait deux axes. Et vous avez aux extrémités des situations où la relation n'est pas importante. Je ne sais pas, moi, le journal que je vais acheter tout à l'heure auprès d'un commerçant ici que je ne connais pas, que je ne verrai jamais, je n'ai pas une relation essentielle avec lui. Par contre, la relation avec mon épouse que je vais retrouver après-midi, ça a quand même plus de sens. Le but important, s'il n'y a plus de journaux que j'aime bien, ce n'est pas trop grave. Par contre, un but fort important, c'est de pouvoir récupérer ma voiture, ou je ne sais plus où je l'ai garée quelque part. Voilà. Vous voyez qu'il y a comme ça, dans chaque situation, un but important, c'est par exemple sauver sa vie. C'est différent que... Donc, on va articuler les 5 attitudes du conflit autour de ces deux axes. La première, si le but est important et ma relation n'est pas importante, on peut entrer dans une relation de compétition. Je vais essayer à tout prix. Par exemple, je vais acheter une voiture d'occasion. Je ne connais pas le vendeur. Je vais à tout prix essayer d'avoir cette voiture-là au meilleur prix. Et tant pis pour la relation. Je vais être dans la compétition. En dessous, il n'y a pas une relation essentielle et le but n'a pas d'importance. C'est l'exemple de mon marchand de journaux. Il n'a pas le journal que j'achète d'habitude. Tant pis, je ne vais pas commencer à faire une scène parce qu'il ne l'a pas, lui expliquer qui devrait la prochaine fois, etc. Je n'ai pas une relation essentielle avec lui et le but n'est pas. Je me replie, je n'investis pas. La coopération, je vais passer d'abord à l'accommodant. L'accommodant, c'est celui parmi vous qui va dire si on allait manger ensemble à midi, ah oui, bonne idée. Si on allait manger une pizza, tu préfères une pizza ou aller au chinois? Eh bien, l'accommodant dira moi je m'en fous, c'est le même. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la relation. En fait, il n'aime ni la pizza ni le chinois, mais il y va quand même. L'accommodant, c'est la relation qui compte. Au milieu, le compromis, c'est un peu de tout, on va y venir. Et la coopération, c'est celui pour lequel, là, c'est la situation où le but est important et la relation est importante. C'est un peu tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, comment construire la coopération avec l'autre. Et je termine... Une minute ? C'est bon, en vous détaillant ces attitudes, vous les avez dans les notes, la compétition, le leitmotiv, c'est « il faut gagner ». Dans le repli, c'est « je ne vois pas le conflit, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans ». Il y a des collègues comme ça qui vont dire « moi non, je ne mets pas d'énergie là-dedans, ça ne m'intéresse pas, je veux avoir la paix ». L'accommodant, comme on vient d'évoquer, c'est « je suis d'accord ». La coopération, le compromis, retenez bien ceci, si tu cèdes un petit peu, je cède un petit peu. Alors là, on est sur le gâteau qu'on doit partager et c'est tout. Tandis que la coopération, c'est voilà mon avis, quel est le tien. Et là, on est dans un processus de créativité, d'écoute des besoins, de traduction des besoins. J'ai combien? 1 minute? 2? Parce que je vais terminer par une petite histoire. Alors la petite histoire, autant la première était vraie, celle-ci n'est pas tout à fait vraie, mais vous allez comprendre. Chaque année, avec mon épouse, nous prenons nos vacances à la mer du Nord, à Middelkerk, et nous prenons la première quinzaine de juillet. Pourquoi? Parce que c'est traditionnel. Quand les enfants étaient petits, on allait là, on avait un appartement, on les voyait bien. Et donc, nous allons toujours depuis du 1er au 15 juillet à Middelkerk. Ça fait 2 années que moi, ça me convient très bien. C'est très agréable. Et ce matin, au petit déjeuner, je devais venir ici, ma femme me dit « Cette année, si on allait à la montagne en vacances ?» Alors j'étais pressé, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit « Oui, on verra ça tout à l'heure. » Peut-être que quand je vais rentrer, elle aura oublié, ou on ne parlera plus. Ou peut-être que je trouverai une autre astuce. Donc je suis dans le repli. Je n'ai pas envie d'investir, je vois bien qu'est-ce qui se profile. Mais j'aurais pu être dans la compétition,
Et c'est ce que j'ai adopté comme attitude. J'ai dit, oh non, hein, on a toujours été à la mer, on ne va pas changer maintenant. Et d'ailleurs, j'ai pris dans ma serviette le formulaire de réservation à l'agence L'Abricotier à Middelkerk, que je vais renvoyer. Il sera à la poste ce soir avant de retourner. C'est fini, hein, on n'en parle plus. Ça, c'est la compétition. Le but est important. Je répète, j'adore aller à la mer. J'aurais pu aussi être dans l'accommodant, dire oui, ma chérie, on pourrait aller à la montagne. Je déteste la montagne, mais elle a tellement envie. Et moi, je vois déjà l'affaire. Non, c'est loin, ça va être fatigant. Non. Le compromis, ben, allez, qu'est-ce que ça pourrait être? On pourra aller cette année à la montagne, mais l'année prochaine, on revient à la mer, ou bien une semaine en juillet à la montagne, une semaine en août, enfin voilà, un truc comme ça. Et alors, qu'est-ce que pourrait être la coopération? Eh bien, la coopération, ça pourrait être, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande? De quoi as-tu besoin? Alors, ça pourrait être, j'ai envie d'aller à la montagne, de voir un autre paysage, mais ça pourrait être, j'ai envie de rompre nos habitudes. Ça pourrait être, avant on partait, ça pourrait être, c'est toujours toi qui as décidé, j'aimerais aussi pouvoir avoir mon avis. Ça pourrait être, si on rediscutait un peu de nos loisirs. Vous voyez vers quoi ça nous entraîne? Plus de discussions, plus de travail, mais en même temps, peut-être beaucoup de choses plus riches, à condition bien de s'écouter. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et mon besoin à moi, par exemple, c'est pas nécessairement d'aller à la mer, c'est que c'est beaucoup plus facile, j'ai mes repères. Et si ma femme, par exemple, qui aime bien un peu plus d'aventure, me dit « j'organise tout et tu n'auras t'occuper de rien », mon besoin, ok, hein? Vous voyez, donc il faut travailler cette notion de besoin. Voilà, je termine tout à fait par là en revenant sur la dia et en vous laissant sous les yeux la dernière, un appel au changement et une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences relationnelles. Je vous remercie. Merci de votre patience.